Des écoles, c'est aussi un cadre bâti, c'est un environnement physique où les élèves consacrent énormément de temps et d'efforts à leur apprentissage. Madame Carole Després est professeure d'architecture à l'Université Laval et directrice scientifique du projet Scola, dont la mission est de développer d'ici 2022 une plateforme web d'expertise en architecture scolaire. Alors, elle viendra nous parler de ce cadre bâti, de ces environnements physiques et de qu'est-ce qu'on peut en faire pour l'École lavalloise. Madame Després. Bonjour tout le monde, merci. Comme je n'ai pas d'ordi ici, il faut que je regarde un petit peu ce que je vous montre. Alors, merci beaucoup, distingués invités. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très, très contente d'avoir une si belle audience pour parler d'un projet qui me tient à cœur, qu'on débute à l'Université Laval, qui s'appelle le projet Scola. Et c'est un financement qu'on a eu de la Direction des infrastructures scolaires du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour, comme l'a dit M. Godin, développer une plateforme d'expertise en architecture scolaire. Alors là, Alors, si vous allez sur l'adresse scola.ca, Scola qui veut dire école, hein, c'est l'étymon latin qui veut dire école, vous allez arriver à ce site. Pour l'instant, c'est un squelette. Si vous voulez savoir qui travaille avec moi, je n'ai pas le temps en 12 minutes de vous parler de ça aujourd'hui. Mais à partir de juin, on va déposer de l'information sur cette plateforme-là. Alors, notre objectif, c'est d'offrir, comme vous le voyez à l'écran, 3 types d'outils qui vont s'adresser à tous les acteurs scolaires. Donc, bien sûr, les commissions scolaires, les services de ressources matérielles vont être nos premiers répondants puisqu'ils sont propriétaires de leur parc scolaire et doivent l'entretenir. Mais évidemment, on ne rénove pas seul, on n'agrandit pas seul les écoles, on le fait avec la communauté. Donc, il y aura des choses pour les enseignants, pour les directeurs d'école, pour les parents, pour les élèves, qui pourront trouver de l'information intéressante sur ce site-là, qui va être complété en 2022. Ça a l'air loin, mais il faut dire qu'on en a pour des dizaines d'années à rénover nos écoles. Alors, je n'ai pas le temps de passer à travers ça, mais je veux juste rendre justice au consortium de groupes de recherche qui se joignent à moi avec des spécialités respectives différentes, l'ensemble des informations dont on a besoin, des compétences pour arriver à livrer notre mission d'ici 5 ans. Alors, il me reste 10 minutes, je pense. 10 minutes. On m'a demandé de vous parler peut-être de 10 leçons de la recherche en architecture. Alors, on va y aller rapidement. La première, c'est, moi je travaille depuis 2010 sur la rénovation des écoles, les polyvalentes, autant que les écoles primaires. Puis la première leçon, c'est l'inévitable rénovation du parc scolaire. Le ministère de l'Éducation, s'il veut maintenir la valeur immobilière de ses immeubles, doit procéder à la rénovation. Et vous avez la distribution ici des écoles construites en 1861 et 2014. Et regardez le nombre d'écoles qui ont été construites après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 1972. 1960, c'est moi. Je suis le baby boomer par excellence. Je suis née dans un bungalow. J'ai fréquenté une de ces écoles. Et ces écoles-là, je vais essayer de... Alors, voyez le baby boom, regardez comment la courbe se ressemble. Alors, on a construit massivement à la grandeur du Québec des écoles pour nous loger, en fait. Et ces écoles-là ont vieilli. Et 40-50 ans en architecture, c'est un premier cycle de vie où on ne doit pas jeter les bâtiments à terre. On doit les adapter pour que la manière d'organiser les espaces convienne aux nouvelles manières de vivre. J'enseigne au Vieux Séminaire de Québec. Hein, l'école d'architecture est dans le Vieux Séminaire. Bien, les séminaristes, il y a 100 ans, ne vivaient pas comme les étudiants en école d'architecture. Mais le bâtiment est extrêmement bien rénové pour servir leur fonction. Alors, regardez la distribution des écoles primaires maintenant. 3 écoles primaires sur 4 ont été construites avant la création du ministère de l'Éducation. Avant la création du ministère. Alors ça, c'est le rapport parent ici où on a dit il va y avoir des cégeps, on a inventé les polyvalentes, hein, on a enlevé ce qu'on appelait le collège classique puis les écoles techniques. Alors imaginez tout ce qui s'est passé après, là. Il y a eu la politique d'intégration des enfants handicapés, il y a eu la garde scolaire, il y a eu l'intégration de l'éducation physique, il y a eu l'anglais, il y a eu la maternelle à temps partiel, à temps plein, la garderie à 5 $ qui a fait en sorte que, pouf, 300 % d'augmentation de garde scolaire dans les écoles. On mange à l'école maintenant. Les mamans
Ma mère me nourrissait trop bien, de toute évidence. Mais j'allais manger chez moi le midi. Il n'y avait pas de service de garde, il n'y avait rien. Les écoles n'ont jamais été construites pour fournir ni les services de garde, ni des services de repas. Et quand un élève était mal commode dans mon temps, on le tirait par l'oreille, on l'amenait chez le directeur. Hein? C'était comme ça, enfin. Moi, je l'ai connu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On entoure ces élèves-là parce qu'on ne veut pas en faire des décrocheurs. On leur donne tout le soutien nécessaire. Et ces écoles-là n'ont pas été construites pour accommoder les besoins de tout le personnel de soutien qui entoure les élèves. Alors, je vous disais, même les polyvalentes qui ont été construites après le rapport parent ont plus de 40 ans maintenant. Donc ça, c'est le cycle obligatoire de rénovation. C'est un peu comme une maison. Si vous ne refaites pas des travaux dans une maison, à un certain moment donné, elle ne sert plus les besoins des familles qui l'occupent. Deuxième point, le potentiel des écoles primaires pour mieux servir les vieilles banlieues. Alors, si on regarde votre parc scolaire, je me suis amusée dans la base de données du ministère dont je dispose, et vous voyez que il y avait 91 bâtiments, je n'arrive pas tout à fait à vos chiffres, là, mais il y a les bâtiments et les écoles qui sont deux choses différentes. Hein? Mais j'arrive à 67 % d'écoles où on donne maternelle et primaire, 15 % seulement du primaire. Vous voyez le secondaire ici. Alors, l'unité par excellence de base du système scolaire à Laval, c'est l'école primaire. Et Laval, je viens de l'Université Laval, on a quand même quelque chose en commun. C'était le même monseigneur à l'origine. Qui avait sa concession. Mais ce sont des municipalités qui ont été fusionnées en 1965, en pleine période d'expansion des banlieues. Et ça, la Ville de Québec, à 60 % est composée de banlieues qui ressemblent à ça. Alors, je me suis amusée à aller cliquer partout à Laval. Je me sentais tellement à Québec. Il y a des bungalows partout aussi. C'est une municipalité qui a été développée de manière phénoménale pendant les années 50 et 60. Donc, et là, il y a des écoles qui sont dispersées sur le territoire et pas n'importe comment. Là, ici, j'ai Charlesbourg. Je pense qu'il y avait des personnes qui venaient de Charlesbourg ici. Mais vous voyez, les unités de voisinage, c'était un principe qu'on enseignait aux urbanistes. Alors, les banlieues avec les rues un peu en spaghetti. Et au centre, l'église, le centre communautaire, l'école, le parc. Alors, ces écoles-là, ce sont celles qui ont le plus vieilli. Et ce sont aussi les quartiers qui, socialement, ont le plus vieilli. Les mamies de 85 ans, seules dans leur maison, sont dans ces quartiers-là. Et c'est un potentiel énorme pour les municipalités qui cherchent des terrains de miser sur l'avenir de ces quartiers. Les terrains scolaires dans ces vieilles banlieues-là sont aussi plus grands que les terrains d'école dans les quartiers centraux ou les nouveaux terrains d'école que l'on construit en périphérie. Et ça, nous, on l'a fait, l'analyse sur le territoire de Montréal il y a quelques années. Et, attendez un petit peu, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais vous montrer le... Alors, ça, c'est la grandeur du terrain par rapport à la superficie occupée par l'école. Alors, vous voyez que le terrain est beaucoup plus grand dans ces années-là. Là, je vous montre un terrain de polyvalente ici, un deuxième terrain de polyvalente, où les autobus ne passent que, disons-le entre nous, 20 minutes par jour. Peut-être que les enfants, pour les saines habitudes de vie, pourraient marcher quelques pas de plus, et les autobus ne seraient pas sur les terrains. Une autre école secondaire ici, une école primaire ici. Donc, vous voyez, ce sont des terrains énormes. On parlait de conciliation famille-travail tout à l'heure. C'est extrêmement difficile pour les familles présentement d'avoir un enfant à une garderie à une adresse, l'école primaire à une autre adresse, l'école secondaire à l'autre adresse. Pourrions-nous, dans la mesure du possible, si on a besoin de choisir des sites pour des nouvelles écoles, étudier le potentiel de sites déjà urbanisés, c'est-à-dire que les infrastructures sont déjà là, on ne rasera pas de forêt, tout y est. D'îlot de chaleur à îlot de fraîcheur. Les cours d'école, je pense que je ne surprendrai personne. Il y a eu bien des efforts pour verdir les cours d'école ou les aménager, mais le modèle dominant, celui enfin des écoles que j'ai visitées, on en a visité des centaines, c'est pas mal le modèle qu'on trouve. C'est pas facile. Hein? Si on met du gazon, les jeunes la piétinent, on a de la neige 6 mois par année, ou presque. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut user d'ingéniosité pour trouver des solutions. Encore une école primaire ici avec son extérieur.
pourquoi, là c'est un avant-après que vous avez, pourquoi ne pas transformer ça pour qu'on puisse manger dehors, faire des activités, et ce n'est pas très coûteux. Un module psychomoteur coûte 50 000 $. Laissez faire le module psychomoteur où on a vu plein de petites filles jaser en dessous en hiver et non pas l'utiliser. Et prenez le 50 000 $ et investissez-le sur des aménagements qui peuvent servir à plus d'une fonction. Cinquième, des normes spatiales à appliquer en rénovation comme dans le neuf. Quand un architecte construit une école neuve, il reçoit ce fichier Excel, 2 pages du gouvernement, qui lui dit « Ah, école 3 maternelles, 18 classes, vous avez besoin de tant de pieds carrés, de salles de classe, etc., etc. » Et on arrive, bon an, mal an, à une norme de 9,3 mètres carrés par élève. Je vois des sourires, il y en a qui savent ce que je veux dire. Et ça, c'est pour, soi-disant, les meilleures écoles, les neuves, qui est déjà assez serré. Alors, j'ai fait un petit calcul pour les écoles de Laval. Vous êtes dans le rouge. Regardez la portion de vos écoles en bas de 8 mètres carrés par élève. On part de 5,6 mètres carrés, 42 % vos écoles débordent. Littéralement, à l'échelle provinciale, là, je regardais les statistiques. Vous en avez un autre 20 % qui sont pas mal serrés. Puis, vous en avez un tiers où on vit confortablement. Parce que quand on diminue ce pourcentage, ce ratio mètre carré par élève, ça veut dire qu'on enlève les classes d'art plastique, qu'on enlève les bibliothèques. C'est ça que ça veut dire. Et vous avez, pour la province, le rouge ici, rouge foncé, là, c'est les grosses écoles à l'échelle de la province. Hein? Plus de 500 élèves. Le rouge clair, c'est plus de 325 élèves. Ça, ce sont les plus grosses écoles au Québec. Il y a des réalités au Québec où on a des écoles, on n'arrive pas à faire une classe par niveau. On a des niveaux multiples à l'intérieur d'une même classe. Et il y en a quand même, vous voyez, le tiers dans la province qui ne sont pas en situation de manque d'espace. Alors, si je regarde chez vous, regardez la portion de vos écoles qu'on peut qualifier de grosses écoles maintenant. Moi, je ne suis pas sûre que c'est l'idéal, 500, 700 élèves par école. C'est très, très gros à gérer. Pensez à l'heure des repas, là, où sur 700 élèves, il y en a 650 qui mangent à l'école, dans des écoles pas faites pour ça. Je passe. 6e, je vois les minutes qui courent, je cours. Des types d'écoles avec des défis architecturaux spécifiques. Ça, c'est vos écoles. Je vais aller les chercher sur le site de la commission scolaire. Ils ne sont pas pareils. Ils ont des propriétés. Cela dit, on est en train d'étudier une banque de 1000 plans d'écoles primaires à l'échelle provinciale. Et vous savez, les plans se sont promenés à travers la province. Il y a des écoles en Abitibi qui ressemblent étrangement à des écoles à Charlebourg, mettons. Sauf qu'elles ont été agrandies, une le gymnase de côté, l'autre le gymnase à l'arrière, l'autre les maternelles. Donc, mais il y a des solutions qui se ressemblent quand on analyse ces plans-là. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans nos outils, c'est de vous lancer sur des pistes en disant si votre école ressemble, si elle date de Duplessis, hein, elle a des escaliers en palier, puis elle a un petit toit en pente, puis il y avait des cheminées de ventilation qui ont été bouchées, puis si c'est réforme par an, bien, le gymnase est dans le milieu, puis il y a des classes qui entourent, bien, il y a des solutions qui se ressemblent. On va essayer de vous amener vers ça. Des occupations et des besoins variés selon les clientèles et les milieux. Il faut aussi regarder qu'est-ce qu'on met dans ces écoles-là. Et là, quand vous voyez les couleurs, c'est des plans d'école par étage, puis vous voyez que chaque couleur, bien, les classes ne sont pas aménagées de la même façon. On n'a pas le même nombre de classes non plus. Donc, il faut regarder ça, il faut regarder le métrage, il faut remettre en question les normes actuelles, puis voir où est-ce qu'on peut aller avec ça. Il faut aussi regarder à travers le temps comment la classe est occupée. On a fait des inventaires de mobilier. Hein, il y a des professeurs qui enseignent avec les bureaux de cette façon-là. Il y en a d'autres, c'est des grandes tables. Puis il y en a qui changent ça à chaque période. Donc, l'architecte, là, il ne faut pas qu'il réponde à une façon d'enseigner. Il faut qu'il réponde à de multiples façons d'enseigner. Puis comme mon collègue l'a dit, on ne sait même pas comment on va enseigner. Mais il y a encore des affaires qui vont rester. Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des affaires qui s'enseignent encore avec les bureaux en randonnion, puis il y a des affaires qui s'enseignent, mais pas pantoute en randonnion. Donc, il faut qu'on soit assez souple. Le mobilier, l'inventaire du mobilier, l'équipement qu'on met dans une classe, qu'est-ce qu'un professeur a besoin dans ça? Il manque de rangement partout. Il manque de rangement partout. Alors, une façon d'agrandir, c'est de déplacer le mobilier. Le filage, vous voyez le filage? Pensez les nouvelles technologies aussi. Les services de garde, on en parlait tout à l'heure, les sous-sols sont très à la mode.
Et ce n'est pas là qu'on a l'argent pour rénover. Pensez que les jeunes arrivent souvent à 7h30 le matin, qui partent pour certains, 5h30, 6h moins quart le soir. C'est un milieu de vie. Un milieu de vie, on ne le dira jamais assez. Donc, il y a des choses à faire. Les fameux services de garde qui courent les micro-ondes avec les fusibles qui sautent, puis le plat d'eau pour laver les tables. Ce sont des choses qui se règlent aussi, sur lesquelles il faut travailler. 8e, ça s'en vient, je vais être un petit peu en retard. L'importance des données crédibles. Là, on ne peut pas inventer. À un moment donné, j'entends toutes sortes d'affaires, des classes rondes, des classes. Nos vieilles écoles, là, ils ont des murs en bloc de béton ou en terracotta. Demandez-moi pas de faire un mur rond avec un mur en terracotta qui existe. Hein? Ça va coûter cher. Donc, on appelle ça l'inertie. Quand vous achetez une vieille maison, il y a des choses que vous gardez, puis il y a des choses que vous ne gardez pas. Vous l'adaptez. Mais on appelle ça l'inertie du cadre bâti, comme on pourrait dire l'inertie des vieilles manières d'enseigner aussi, dont certains bons éléments demeurent, puis d'autres qu'on modifie. Alors, ce qui est important, c'est d'aller voir dans la littérature scientifique qu'est-ce que les études qui ont vérifié, est-ce que telle méthode d'enseigner, de placer le mobilier, les couleurs, le placement des ouvertures, est-ce qu'il y a un impact sur la réussite éducative? Mais on ne peut pas faire que ça. Ça prend une connaissance fine du terrain, puis ça prend une connaissance fine de la littérature scientifique. Dernière chose, des rénovations à penser en fonction des besoins dans le temps. Notre expérience des dernières années montre qu'il n'y a pas que l'enseignement régulier spécialisé qu'il faut tenir compte. Je l'ai dit tout à l'heure, la garde scolaire, mais les services éducatifs complémentaires aussi. Puis mes collègues qui parlaient d'immigration, tout ça, c'est tellement des besoins, l'orthopédagogie. Il y a toutes sortes de besoins dans une école qui sont souvent dans des locaux résiduels. Et ça, il faut que ça change, je pense. Alors, mais est-ce qu'on doit multiplier les locaux ou on doit apprendre à partager des espaces? Et dans le temps, on s'est rendu compte, nous aussi, en travaillant avec des directions d'école, puis le personnel enseignant et le personnel scolaire, devrais-je dire, qu'on peut modifier ça. Alors, une classe, par exemple, peut être agrandie par l'intérieur. Alors, une classe qui va servir pendant les cours, une classe qui va se réorganiser pour l'heure du repas le midi. Bon, vous avez des exemples, ça, c'est des travaux de mes étudiants. Mais pour que ça puisse fonctionner, il va falloir récupérer de l'espace. Ce n'est peut-être pas normal dans un climat comme le nôtre qu'on monte les bottes sales à côté des classes. C'est un peu comme enlever vos bottes dans le salon. Et ça fait, au niveau de la qualité de l'air, c'est très problématique. Ça fait des manteaux mouillés, des bottes mouillées, et ça fait de l'humidité, moisissure, etc. Donc, comme plein d'écoles modèles américains, californiens font, si on n'a pas les bottes sales là, on peut utiliser l'espace intérieur ici pour de l'espace innovant. Je vous en donne un autre exemple. Et là, on peut enlever tous les rangements de la classe, de l'enseignant, puis lui faire des rangements sécurisés pour son matériel. Et là, je vais aller vite. Des exemples de vestiaires centralisés. Les bouts de corridor qui peuvent être recyclés aussi quand on enlève les manteaux en petite salle pour des travaux personnels d'élèves. Des locaux sous-utilisés, on en a vu beaucoup. Des salles de réunion qui servent une fois par semaine, où on peut faire des locaux polyvalents. Ici, je vous montre des ajouts de circulation. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est que d'ajouter des vestiaires centraux, d'ajouter des circulations, parce que souvent, c'est trituré au niveau de l'accessibilité universelle, ça pose problème. Bien, ça permettrait aussi de l'espace en plus. Là, vous voyez ici, ça peut être pour la garde scolaire, l'heure des repas le midi. C'est une circulation qui a été plaquée sur le mur de la vieille école. L'importance du travail collaboratif, bien, moi, je trouve la démarche de la commission scolaire mais vraiment exemplaire. Ça fait 21 ans que je fais du design participatif. Je l'ai fait dans les hôpitaux, je l'ai fait en aménagement urbain. Ça prend plus de temps, mais on recule moins. Et on a un consensus qui fait en sorte qu'on ne remet pas tout en question à chaque minute. Alors, si vous voulez suivre nos travaux, bien, je vous invite à vous inscrire. Mais là, dites-moi pas, il n'y a rien encore parce qu'on vient de partir la plateforme. Mais à partir de juin, on va déposer de l'information en espérant que ça pourra vous être utile. Merci.